C'était avant le bloc de l'Est, et en s'ouvrant à de nouveaux pays qui aspiraient à davantage de démocratie, à davantage d'état de droit, et que nous continuons à accompagner avec un certain nombre de succès et avec des vrais échecs aussi. On a parlé beaucoup tout à l'heure de l'agression russe sur l'Ukraine, qui pour moi est une énorme blessure et un échec, un échec de l'ensemble sans doute de la diplomatie européenne, et c'est aussi pour moi un échec du Conseil de l'Europe, je le dis clairement, et je l'ai vécu dans ma chair, vraiment comme ça, parce que j'ai été pendant un certain nombre d'années notamment responsable du programme des réformes judiciaires en Russie, qu'on y a vraiment cru, et que comme à un moment donné, du jour au lendemain, vous vous dites pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. On pourra peut-être y revenir. Simplement dire que j'ai donc au début de ma carrière du Conseil de l'Europe et pendant une quinzaine d'années eu la chance d'accompagner principalement les États d'Europe centrale et orientale qui s'ouvraient à un autre mode de gouvernance en allant vers la démocratie. Je ne sais pas s'il y a un pays qui l'a totalement atteint. J'inclus les 46 États du Conseil de l'Europe dans cette question, mais quand même vers davantage de démocratie, et dans un élan très enthousiaste. Un élan très enthousiaste, il a fallu refaire les lois, il a fallu repenser le système de gouvernance. Je sais que j'ai eu un pays de prédilection et qui est un très beau laboratoire quand on veut parler de construction de la démocratie, parce qu'on partait de très très loin, c'est l'Albanie. J'ai fait 64 missions en Albanie. J'ai notamment contribué à la reconstruction du ministère de la Justice, qui avait été totalement supprimé par la dictature de Hoxha, qui disait qu'il n'y avait pas besoin de justice et donc pas besoin du ministère de la Justice. On a recréé du coup le ministère de la Justice. J'ai écrit les statuts de l'école de la magistrature albanaise. On a refait le code pénal, le code civil, les codes administratifs, et on est reparti vraiment du début. Il y a encore beaucoup de travail aujourd'hui, clairement, mais quand je regarde en arrière, on avance pas à pas, sans doute trop lentement, parce qu'on a tous envie que la démocratie et l'état de droit aillent plus vite et s'installent plus fort. En tout cas, dans un pays comme ça, on va au moins dans le bon sens. En tout cas, voilà ce qui a été mon travail pendant une quinzaine d'années. Ensuite, je suis devenu responsable de la division de la justice, qui comprend trois instances très importantes: la CEPEJ, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, dont le rôle est vraiment d'évaluer l'ingénierie de la justice et la manière dont la justice fonctionne au service des citoyens. Et je suis convaincu, c'est pas ma voisine qui me dira le contraire, que si on veut vraiment construire la démocratie et l'état de droit, il faut une justice qui fonctionne, parce que si on n'a pas le garant de ces équilibres-là, on perd tout. Et donc la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, mais aussi deux autres instances importantes, qui étaient le Conseil consultatif de juges européens, dont est issue Madame la juge à mes côtés. Je suis très heureux qu'on se retrouve après quelques années à Saverne, en plus chez moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc il s'agissait aussi de faire entendre la voix des juges, parce que c'est important aussi que les décisions qui sont prises ne soient pas que celles de l'exécutif, mais que les différentes parties prenantes aux réformes et aux évolutions soient pleinement intégrées dans ces processus-là, parce que pour moi, s'il n'y a pas d'appropriation des principes, on n'avance pas. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Puis après avoir créé un conseil des juges, on a dit qu'il fallait le pendant pour les procureurs. Donc j'ai aussi été en charge du conseil consultatif de procureurs européens, qui faisait la même chose pour les procureurs. Et c'est un travail qui m'a vraiment passionné pendant une quinzaine d'années. Et comme vous l'avez dit, j'ai terminé les 5 dernières années de ma carrière dans la lutte contre la corruption. Autre sujet particulièrement important lorsque l'on parle état de droit, parce que s'il y a bien un élément qui peut gangréner les processus qui sont les processus garants
du bon fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit, c'est bien la corruption, le fait de pouvoir influencer et influer des décisions de celles et ceux qui sont censés avoir légitimement le pouvoir de décider au nom de la collectivité, mais qui peuvent être déviés dans leur manière de penser les choses au service d'intérêts soit personnels, soit d'intérêts de proches ou d'autres. Donc la question de la corruption, je la lie effectivement très très étroitement à la question de l'avancée de la démocratie et de l'état de droit, parce que voilà, c'est un tout. Et c'est quelque chose d'important. Alors, quelques mots, je ne vais pas monopoliser la parole, mais dire que je crois vraiment que le Conseil de l'Europe est une institution essentielle et trop discrète. On a heureusement la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour qui sont là, qui sont bien connues et qui sont une instance essentielle pour nous de l'avancée de ce socle commun de valeurs au niveau de notre continent. Mais il y a tout un autre travail qui est fait, un travail complémentaire en articulation qui est fait au sein du Conseil de l'Europe. En 75 ans, on n'a pas su assez faire connaître et il faut continuer à travailler dans ce sens-là parce que c'est un vrai laboratoire. D'abord, le Conseil de l'Europe est souvent en avance sur les évolutions de la société, des problématiques pour traiter un certain nombre de problèmes de société qui sont constitutifs aussi, bien sûr, de l'avancée de la démocratie. Et on ne le fait pas souvent assez savoir. Et puis il y a vraiment un socle de réflexion d'ingénierie et un socle juridique qui sont essentiels. Mais je pense que les États n'ont pas toujours envie suffisamment que ce socle soit trop mis en avant et on est parfois un peu bridé dans la manière de faire connaître les choses. Je ne vais pas être parano, mais je pense que si chacun avait intérêt à ce que ce soit plus connu, on y arrive. Je me limite à ça pour l'instant, sinon on va parler toute la nuit et ce sera intéressant, mais pas sympa pour les gens. Non, mais ceci dit, vous avez raison, on connaissait beaucoup plus la Cour, on va s'y intéresser dans un instant avec Madame Lajoux, mais il nous semblait aussi important de peut-être échanger davantage sur le reste du travail du Conseil de l'Europe. Je ne peux pas m'empêcher, même si on va évidemment parler d'autres choses, mais de rebondir sur ce que vous disiez, vous parlez d'un laboratoire. Vous aviez évoqué un certain nombre de points sur lesquels vous avez travaillé, vos expériences sur les questions de gouvernance. Vous l'avez compris aussi, on a longuement échangé pendant cette dernière sur la question de la paix. On essaie de réfléchir aussi peut-être à des garde-fous pour l'état de droit et la défense des droits fondamentaux. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être nous partager comme point d'attention particulier, peut-être dans ce que vous avez constaté sur le terrain, dans vos différentes expériences, des points sur lesquels il faudrait qu'on soit davantage vigilant et peut-être quelques pistes de solutions. Alors, j'ai conscience que c'est une question vaste, mais ça peut aussi nous permettre à nous de nous remettre dans nos questions. Alors, c'est sûr que je ne vais pas être exhaustif pour répondre à cette question, mais j'ai un point qui m'est vraiment très cher et ça peut rejoindre peut-être presque une partie du débat que vous avez eu tout à l'heure. Je l'ai pris en cours de route, mais pour moi, une des forces du Conseil de l'Europe, et peut-être que c'est en train de changer, donc pour moi c'est un garde-fou pour le Conseil de l'Europe à mettre aussi, une des forces c'est qu'on a toujours aussi respecté les singularités de nos États membres. Moi je suis vraiment pour une Europe la plus intégrée possible, mais pour que ça marche, il faut aussi que chacun se sente respecté dans ce qu'il est, et pas vouloir en tout cas fondre à tout prix dans un tout et pas aller vers une harmonisation à l'extrême. Et le Conseil de l'Europe, dans la manière dont moi j'ai travaillé avec mes collègues pendant 30 ans, on a toujours essayé de construire à partir de valeurs fondamentales qui sont des lignes rouges qu'on n'a pas le droit de dépasser, mais qu'entre ces lignes rouges, il y a différentes solutions qui existent et qu'il faut savoir aussi écouter l'histoire de chaque pays, écouter l'organisation sociale de chaque pays, écouter la manière dont les hommes et les femmes pour qui on fait le travail vivent chez eux, dans leur environnement quotidien, et qu'on ne doit pas forcément imposer de solutions universelles de vivant. Ce qui doit être universel pour moi, c'est les principes, et il y en a, et la Cour est là pour les poser, et ils sont fondamentaux, mais qu'on respecte à l'intérieur même de ces garde-fous les manières dont chacun peut trouver sa solution qui correspond
à ce qu'on vit. C'est vrai au niveau d'un État, on peut même descendre en dessous, je pense que ça peut être vrai aussi, et là c'est l'élu local qui parle, ça peut être vrai aussi au niveau régional et autres. Donc je pense qu'on peut à la fois construire une Europe forte, voire fédérale, tout en ne cherchant surtout pas à gommer les spécificités des uns et des autres, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ça, pour moi, c'est une force du Conseil de l'Europe. J'ai l'impression que parfois, sous certains coups de boutoir, on est en train de dévier un peu. Et ça m'inquiète un peu, en tout cas, mes 10 dernières années de mon engagement, j'ai eu un certain nombre d'alertes qui m'inquiètent un petit peu, où on dit on veut aller trop loin, et je pense qu'on risque en voulant être trop jusqu'au boutiste, on risque d'effrayer et de faire peur et de créer des sentiments de rejet. Donc, pour moi, c'est important. Les principes sont importants, les dogmes sont dangereux. Et je pense que ça, c'est une limite à garder. Voilà. Merci. Madame la juge, je le disais, vous êtes donc juge à la Cour européenne des droits de l'homme. On en discutait un tout petit peu avant de commencer cet échange. Vous avez été élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil il y a peu, au mois de janvier. Vous êtes donc installé à Strasbourg que depuis quelques mois. Vous avez poursuivi une carrière dans la magistrature en Andorre. Vous avez aussi participé à travers différents moyens aux travaux du Conseil de l'Europe, comme M. le maire le rappelait aussi. Je crois que vous avez en particulier travaillé sur les questions d'indépendance de la justice, peut-être que l'on y reviendra. La première question que peut-être je voulais vous poser, c'est le rôle un peu particulier que l'on donne parfois à la Cour européenne des droits de l'homme en tant que lanceur d'alerte. Comment, à travers son rôle, sa fonction, la Cour, ses juges sont aussi des garants de la dignité humaine, de la démocratie, de l'état de droit. Là encore une question large pour commencer, on pourra évidemment préciser un petit peu dans nos échanges. Et avant de vous laisser répondre, je tenais aussi à préciser pour l'ensemble du public qu'en tant que juge, vous avez aussi une réserve particulière qui est imposée par votre fonction, et donc vous ne faites pas de politique. C'est important de le dire aussi pour qu'on comprenne bien d'où est-ce que vous nous donnez des réponses. Je voulais remercier l'invitation qui m'est faite ici aujourd'hui. Et je vais essayer de répondre les mieux possible à vos questions, mais il y aura malheureusement des questions auxquelles je ne pourrai pas donner réponse pour la réponse. En ce qui concerne quel est le rôle de la CDH en tant que lanceur d'alerte, je crois que ça vient du rôle naturel de la CDH en tant que cour, qui est double dans notre cas. D'un côté, il y a une fonction de rendre la justice, puisqu'on reçoit les droits des recours individuels, de garantir à l'individu la jouissance de ses droits. Mais aussi, il y a une fonction de dire les droits, puisque la théorie de la Convention en tant qu'instrument vivant et la nécessité d'être adapté au temps et à ce qui est le consensus européen maintenant, fait que notre cour a une fonction d'établir d'une certaine façon ce qui est ces consensus européens en matière des droits humains. Cela fait qu'on est une nation d'alerte. Et c'est à cette idée que la Cour elle a été créée. C'est ainsi dans son préambule. C'est comme tu as vu les créateurs de la Cour, disons les créateurs fondateurs, c'est garantir d'un côté la défense de la dignité humaine, avec une attention particulière aux personnes vulnérables, et superviser aussi donc, les droits propres à la démocratie et à l'état de droit. On ne peut pas parler de démocratie ni d'état de droit si on n'a pas un respect des minorités, si on n'a pas un respect de la personne, si on n'a pas une liberté d'expression, si on n'a pas une liberté de réunion ou d'association. Donc, c'est la garantie de ce droit à travers la Convention qui est quand même une garantie de l'état de droit dans des pays. Cette démocratie, elle doit aussi être apte à se défendre, donc la Cour elle doit aussi interpréter où il y a les limites des États, alors de défendre des attaques à la propre démocratie à travers ces moyens. La Cour elle garantit aussi donc, la prééminence du droit dans ces cas.
on va dire où il y a les limites, c'est les lignes rouges dont vous parlez, et quelles sont les limites à ce qui rappelle la ligne qui est menée l'exercice de droit dans un cadre européen. J'insiste dans ce qui est un cadre européen parce qu'il faut penser que à l'époque où la Cour a été rédigée, il y avait certaines libertés, certains concepts qui ont évolué en tant que société. Le droit à la privacité est complètement différent aujourd'hui qu'il était en 1950. Ou par exemple les questions de genre. Donc cette évolution de la société européenne, même si elle n'est pas la même dans tous les pays, on a parlé des différences, mais je crois aussi que ce qui a fait le Conseil de l'Europe, c'est qu'on n'essaye pas d'harmoniser, on n'essaye pas d'avoir quelque chose de commun. Ce qu'on essaye, c'est de voir où on a des limites communes de l'acceptable. Et dans ces limites communes de l'acceptable, on respecte ce qui est le marge national d'appréciation de la possibilité des États de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent dans leur pays. Mais toujours avec cette limite rouge, cette limite supranationale qui est la Convention de droits de l'homme. Donc, je vais essayer de faire comme Stéphane et pas monopoliser les temps. Je vais en rester ici pour l'instant. Merci beaucoup. Vous parlez des évolutions. Peut-être la deuxième question que je voulais vous poser, c'est en lien avec un certain nombre de critiques ou des challenges auxquels la Cour peut être confrontée. Comment est-ce que vous voyez les choses? La Cour, vous le disiez, la Convention a su évoluer aussi avec la société, avec un certain nombre de changements. Est-ce que vous voyez des difficultés particulières ou est-ce qu'elle saura continuer à s'adapter face aux différents challenges qui se présentent à elle? Moi, je suis optimiste de nature. Moi, je veux dire qu'elle va continuer de s'adapter, mais évidemment, il y a des difficultés. Il y a des difficultés majeures. Je pense que à l'interne, il y en a des énormes. À niveau interne, si on veut être une institution qui a l'avenir et qui se respecte, je pense que la Cour est base de son succès, pas partie par son prestige. Donc, elle doit garantir l'efficacité du système. On ne peut pas parler, comme on disait avant, quand on parlait de la CPEJ. Pour que la justice fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance en elle. Et là, c'est un grand défi pour nous de garantir l'efficacité de ce qui est la Cour. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 60 000 affaires pendantes. 60 000. On en avait eu, avant le protocole 11, on en avait eu 150 000, 160 000. Donc on s'est beaucoup amélioré. On a réduit de 2 tiers notre. Oui, on a réduit de 2 tiers notre backlog, ce qui est énorme. Mais ça reste un souci. Et ça reste un souci important. Pour pouvoir être l'institution qu'on peut en être, on doit être capable d'être efficace et de donner une réponse à temps. Même si, je vous dis, sur ces rangs, c'est beaucoup amélioré. Il y a aussi un défi dans l'implémentation des arrêts de la CPEJ. On ne va pas parler évidemment de la concrète, mais je pense qu'on sait tous qu'il y a certains arrêts où il y a des difficultés dans l'exécution. Et ça aussi la Cour, en tant que Cour, comme les cours nationales, doit garantir cette exécution. Et ça, je pense que c'est quand même une difficulté. Donc, pour entrer dans ce qui est, je pense, le cœur de la question, qui est ces critiques qu'on est en train de voir, de cette volonté qu'on a parlé auparavant, des positions extrémistes sur ce qui sont les institutions générales, mais la Cour en particulier. Donc là, je pense qu'on a un défi aussi à niveau interne. Il faut dire que la Cour a été créée dans une situation de crise, elle a été créée pour les situations de crise. Donc, c'est un enjeu, mais on doit voir que elle a été faite pour résister justement à ces situations de crise et pour se maintenir dans ces situations de crise. Donc, il y a un travail à faire en tant qu'interne, puisqu'il faut continuer de faire preuve d'indépendance dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. Cette indépendance interne du juge et de la Cour, il faut la maintenir. Au niveau personnel, il faut être toujours capable de faire cette réflexion et de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir analyser, se mettre en question
mais disons en résistance, sans bouger de quelle est la position de la Cour, qui est nécessairement une position différente de celle que peuvent avoir les États et de celle que peut avoir la politique. On n'est pas des décideurs politiques, on n'est pas dans la politique, on est dans la justice. Donc on parle d'une approche complètement différente. Et on doit améliorer aussi ce qui est les dialogues avec les juridictions nationales. Donc, les juridictions nationales sont quand même le premier garant de la Convention. Il y a un défi là pour la Cour de pouvoir avoir un dialogue qui permet des juridictions nationales. Donc, on réduit aussi ces 60 000 affaires permanentes parce qu'à niveau national, la Convention soit déjà appliquée dans ce qui est ses consensus européens. Mais aussi, je pense que la Cour doit améliorer sa communication. Jusque-là, on a toujours dit que les juridictions, à travers ses arrêts, ses décisions, ce qui est vrai, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être insuffisant et on devrait mieux communiquer, mieux expliquer aux citoyens européens quel est le travail de la Cour et qu'est-ce qu'on fait ainsi que nous avons. Merci. Avant peut-être de vous poser une première question, Gwendolyn, je voulais peut-être revenir avec vous, monsieur le maire, sur un autre sujet. Vous parliez tout à l'heure de l'agression russe en Ukraine. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser à une actualité récente, celle de la signature du traité sur le tribunal sur l'agression russe en Ukraine, le tribunal spécial, signé je crois le 25 juin dernier par le secrétaire général du Conseil de l'Europe et le président ukrainien. On en parlait aussi un petit peu tout à l'heure avant de commencer notre échange. Pourquoi c'était important de mettre en place ce tribunal spécial? En tout cas, moi je vois ça comme je me réjouis de la mise en œuvre en place de ce tribunal spécial. On verra ce que ça donnera, parce que créer une institution, c'est pas facile. La faire vivre, c'est encore une autre chose et plus difficile. Souhaitons-le. Mais je suis content d'une chose, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps que le Conseil de l'Europe prend une décision politique majeure. Et c'en est une. Et j'espère que ça va lui permettre d'occuper davantage sur la base des principes dont il est chargé de défendre, de pouvoir prendre un rôle plus politique qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Il avait pris une décision courageuse et rapide, c'était d'exclure la Russie du Conseil d'Europe. On l'espérait tous, membre du secrétariat, mais c'est allé plus rapidement que ce qu'on pouvait craindre, donc c'était nécessaire, on n'avait pas le choix, mais on a eu tellement de désillusions au sein de cette organisation par moment d'un point de vue politique. Première décision politique courageuse, c'était d'exclure la Russie et vite. La deuxième politique courageuse, c'est de créer ce tribunal. Donc à ce niveau-là, sur l'existence politique du Conseil de l'Europe, je me réjouis de cette décision. On verra ensuite à quoi ça va mener. J'espère qu'il n'y aura pas de désillusion derrière. Mais à ce stade-là, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que le Conseil de l'Europe prend une décision politique. Bien, merci beaucoup pour vos réponses. On change un petit peu d'horizon pour peut-être sortir un petit peu du Conseil de l'Europe et reparler un petit peu des travaux du Parlement européen avec vous. Gwendolyn, je le disais, vous avez été députée européenne entre 2019 et 2024. Lorsque vous siégiez à Strasbourg, vous avez notamment travaillé sur un rapport sur les menaces sur l'état de droit au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelles étaient vos conclusions? Je crois que vous êtes notamment intéressé à la Hongrie, bien entendu, et aussi à ce fameux stress test. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu ici. Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, quand j'étais députée européenne, très rapidement, au tout début de mon mandat, je me suis retrouvée m'a été affecté un dossier important et passionnant et difficile. J'ai été rapportrice de l'Union européenne sur la situation en Hongrie, État de l'Union européenne pour lequel, pour la première fois, l'article 7 du traité a été déclenché. Il a été déclenché en même temps aussi pour la Pologne, par la Commission, pour le Parlement européen, après un vote à majorité supérieure, pas la simple majorité, par le Parlement, ce qui était un petit peu une gageure. Il avait été déclenché avant mon arrivée, en 2017, déjà par une de mes collègues écolos, et c'était une sacrée gageure parce que, effectivement, à l'époque, le parti du gouvernement en place en Hongrie était encore au sein du plus gros groupe du Parlement européen, et que du coup, forcément, ils influençaient encore beaucoup de choses. Ça a été une lutte difficile dans ce groupe-là aussi.
Du coup, notre rôle à nous, c'était effectivement plus d'alerter. L'alerte, elle a été faite depuis 2011. Les premiers textes du Parlement européen qui décrivent la dégradation de l'état de droit en Hongrie datent de 2011. C'est quelque chose que je souligne parce que le Parlement était très fort pour pouvoir le dire. Et déjà à l'époque, il y a eu des votes de majorité pour cette résolution, encore une fois, malgré le fait que le Fidesz était membre de ce plus gros groupe du Parlement européen, le groupe conservateur. Je vous alerte parce que depuis, il y a d'autres pays qui dégradent fortement. Je suis très inquiète. Et c'est devenu beaucoup plus dur aujourd'hui de faire voter les choses. Et moi, je dis les choses, donc je dis, il y a un truc qui va très mal qui s'appelle la Grèce. Il a été impossible pendant mon mandat, et je pense qu'il le sera encore plus pendant ce mandat-là, de réussir à alerter au niveau du Parlement européen. Donc ça, c'est des inquiétudes qu'il faut qu'on ait en tête. On en reviendra parce que pour moi, aujourd'hui, on a un fléchissement du courage politique, on a un affaiblissement de la conviction politique, tout groupe confondu, et aujourd'hui, trop souvent, on va ne plus vouloir aller contre les siens, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, en 2011. Il y a des gens de ce groupe conservateur qui voteront les premiers textes contre la Hongrie, disant « ça ne va pas en Hongrie ». Voilà ce qu'on vote plus aujourd'hui. Donc dès 2012, le Parlement alerte, et en fait, quand moi, donc il y a eu ensuite, en 2017, il y a ce grand texte qui permet le déclenchement de l'article 7. Quand moi j'arrive, mon rôle à moi, ça ne va plus être de le déclencher. On a dit, le Parlement européen a dit à la majorité, voilà, on est dans une situation où l'état de droit est en crise dans l'Union européenne, et c'est tourné vers la Commission et le Conseil, c'est ça qui est écrit dans les textes, pour que la Commission et le Conseil fassent quelque chose. C'est au tour de la Commission européenne et du Conseil d'agir, et notamment du Conseil, d'abord par les auditions du pays, et puis le Conseil va pouvoir, à l'exemple des procédures du Conseil de l'Europe, en fait, va pouvoir à un moment donné sanctionner. C'était la logique des choses. Donc c'est au Conseil d'agir, et mon rôle à moi, ça va être de continuer à nourrir le Conseil d'informations, d'alertes, de les pousser, de faire pression, etc., aussi à travers les résolutions. Je voudrais juste faire un petit point sur l'état de droit, parce que je pense que c'est un sujet qu'on maîtrise quand même encore assez mal. D'abord, c'est une large notion qui n'est pas la même dans tous les pays. Ça vient de cette notion anglo-saxonne rule of law, mais on ne l'entend pas partout pareil. Ce que nous, on entend au niveau de l'Union européenne, c'est très clair, parce que du coup, aujourd'hui, il y a un rapport sur l'état de droit dans l'Union européenne qui sort tous les ans depuis 2020. Et dans ce rapport, c'est très clair, il y a 4 catégories. C'est la démocratie, donc il faut qu'il y ait des élections. Alors, sur la démocratie, ça ne va pas très loin. Il suffit qu'il y ait un semblant d'élection. Aujourd'hui, on est un peu dans cette pointe de table. On a beaucoup d'élections et pourtant, on sait qu'elles sont un peu biaisées, mais il faut qu'il y ait des élections démocratiques organisées. Il faut qu'il y ait des outils anticorruption. C'est vraiment un des fondamentaux pour nous aujourd'hui de l'Union européenne, en disant qu'un pays dont l'argent est détourné et dont il y a des processus de corruption du plus haut niveau jusqu'au bas niveau ne peut pas être un pays où la démocratie va bien. Il faut une liberté des médias et il faut une indépendance de la justice. C'est ça les 4 notions. Nous, au niveau du Parlement européen, par choix, et ça peut changer, toutes les majorités changent beaucoup, on a toujours mis jusqu'à présent aussi une notion de droits fondamentaux. Mais ça n'est pas dans la définition de la Commission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, droits des minorités, etc., ça n'est pas pris en compte comme une dégradation de l'état de droit. Donc c'était ça mon boulot, c'était de montrer que c'était le cas en Hongrie. Et puis je faisais partie d'un groupe de députés qui travaillait plus largement sur la dégradation de l'état de droit dans d'autres États. Dégradation qui se fait de plus en plus. Évidemment, ça n'a jamais été idéal, et évidemment aussi qu'il y a des États, quand ils sont rentrés, tout n'était pas stabilisé dans l'Union européenne et c'était encore très fragile. Mais on a quand même une régression très très forte, et on a aujourd'hui un pays, la Hongrie, dont on a dépassé depuis longtemps un certain nombre de limites et qui continue à pouvoir voter chaque mois au Conseil de l'Europe et pouvoir voter sur des décisions stratégiques et politiques de l'Union européenne qui reste la plus grande problématique que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que Viktor Orban a montré, c'est qu'on peut, et il y a des parallèles sur international et Europe tout le temps, et c'est ce que Poutine avait montré avant et Viktor Orban a montré au sein de l'Union européenne, c'est qu'on peut pousser les limites de ce que les autres vont accepter pour des raisons politiques, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de négociation. On pousse tout le temps. Et effectivement, il a fallu la raison de l'Ukraine pour que Poutine ne fasse enfin sanctionner, mais en réalité, il y avait déjà eu des choses avant. C'est pareil au niveau de l'Union européenne, ça fait un moment. Et je voudrais juste finir là-dessus, il y a eu cette question sur comment on prépare la paix, comment on n'attend pas la dernière minute, parce qu'en vrai, oui, aujourd'hui, il y a un rapport d'état de droit, oui, aujourd'hui, on commence à dire qu'il faut agir plus là-dessus, mais la Commission, depuis très très longtemps, elle a des capacités de vérifier, par exemple, où va l'argent.
fait très longtemps que la capacité là. Et si vous le savez, si vous travaillez dans une association, notamment qui vend de l'argent à l'Europe, vous savez à quel point elle vérifie et elle demande que ça se fasse. La Hongrie, c'était décrit, c'était écrit. Il y avait le Gréco qui l'avait dit, il y avait l'OLAF qui l'avait dit, l'agence anticorruption française. Il y avait des médias qui avaient fait de l'investigation. Depuis 2012-13, on sait que le gendre de Viktor Orban détourne des sommes énormes de l'Union européenne. Et ça a été fait en Roumanie avec d'autres, etc. Ça faisait bien longtemps que la Commission aurait pu dire l'année prochaine, on ne va pas vous donner l'argent. En fait, on sait que vous va l'utiliser. Donc voilà, au fait, il faudrait peut-être penser à nous rendre. Il y avait moyen d'agir sur des choses, voilà, sur la guerre. Ça fait, on travaille avec, il y a des pays qui demandent de l'intégration, je vais aussi beaucoup travailler sur la Serbie. Il y a des pays qui demandent l'intégration dans l'Union européenne. La Serbie, ça fait des années que ça dure, pas vraiment au point, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer. Et ça fait surtout des années qu'il y a des criminels de guerre en Serbie qui disent des choses atroces sur la guerre des Balkans. Et atroces, qui remettent en cause tout ce qu'on a dit qui avait été les grands constats de crimes de guerre qui ont eu lieu pendant la guerre des Balkans. Et il n'y a pas eu régulièrement de réaction de l'Union européenne. Voilà, le Conseil de l'Europe pendant longtemps était le seul à le faire, et même ces dernières années, on a vu le Conseil de l'Europe aussi être faible là-dessus, pas du fait de ses fonctionnaires et de ses juges évidemment, mais du fait que quand ça marche au Conseil de l'Europe, c'est aussi que le pays nomme les gens, beaucoup, et que donc il nomme aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont à leur solde et qui ne disent pas les choses. Voilà. Vous avez des années qu'on ne criminalise, on ne sanctionne plus ceux qui disent des choses horribles sur la période de guerre en Balkans, et des exemples comme ça, je peux en donner plein. Donc comment on prépare, c'est aussi comme ça, quoi. La vigilance, elle est avant d'apprendre le dernier moment. Et je vois que ça sera pas. Parce qu'après, c'est très désespérant, c'est la France. On pourra peut-être reparler de la France pendant les questions, mais je ne voudrais pas parler que de la Hongrie, vous avez raison, c'est beaucoup d'autres exemples. C'est un exemple, pas peut-être malheureusement, mais j'ai en tête aussi, dans l'actualité récente, les manifestations à Budapest pour la suite de l'interdiction de la Pride, ce qui m'a amené à une question. On a parlé du rôle des juges, on a parlé du rôle des élus au Conseil de l'Europe, au Parlement européen. Ça questionne aussi sur le rôle de la société civile. J'ai eu l'occasion il y a quelques semaines dans une réunion du mouvement européen international d'échanger avec un de vos anciens collègues, je pense, au Parlement européen, le député romain Nicolae Stefanota, qui était présent et qui disait qu'il avait été marqué par la taille de la foule qui va être restée à Budapest, et que malgré les interdictions, les polémiques, les contradictions face à 200 000 personnes, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc ça me vient cette question sur le rôle de la société civile, dans quelle mesure elle est aussi importante, et comment est-ce que vous travaillez aussi avec dans le cadre de ces rapports et de ces différentes alertes. Ouais, je vais bien ça, mais juste mon point de départ, ça sera une question que vous avez posée avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque aujourd'hui. Et moi, je voudrais vraiment souligner le fait que je pense qu'il manque plus grand-chose. Bien sûr, il y a du droit qu'on peut continuer à améliorer. D'abord, il y a le droit environnemental qui, depuis 20 ans, prend son élan, et on a vraiment beaucoup de boulot à faire. Et la question, ça a été dit, on a beaucoup de boulot à faire sur le droit des femmes encore, parce que la question notamment des Azéris, non mais je veux dire, les Balkans, l'Ukraine s'en reproduit, les Balkans, c'est terrible, on n'apprend rien, quoi. Moi, j'ai été beaucoup en Serbie, et après, j'ai rencontré des Ukrainiennes, et elles racontent ce que les femmes des Balkans racontent d'avant, c'est-à-dire que ça fait des générations qu'il y a des femmes dans tous ces pays-là, donc au cœur de l'Union européenne et après le Conseil de l'Europe, qui depuis des années subissent à chaque fois qu'il y a un conflit, l'agression sexuelle, voire le viol, comme arme stratégisée, organisée, etc. Là-dessus aussi, on a du boulot. Et puis, alors là, vraiment, ça va prendre un petit aussi, c'est le droit numérique, ou même au cours derrière. Donc voilà, je suis très inquiète aussi sur notre droit, sur nos droits numériques, dont on a été longtemps les seuls à nous défendre. Donc il y a quelques sujets où on peut continuer à améliorer, mais en vrai, le droit, il est énorme. En vrai, les structures, elles existent. Le problème, c'est de les activer. Il faut vraiment aussi qu'on arrête, parce qu'il y a un espèce de truc du législateur politique, à chaque fois qu'il arrive, c'est d'inventer un nouveau truc. Donc les autres, ils sont pas su faire, mais moi, je vais écrire le texte miraculeux. Mais en fait, les textes miraculeux, ils s'accumulent, mais si on ne les utilise pas, moi, j'ai très peu utilisé des nouvelles choses. J'ai beaucoup utilisé des choses qui étaient là et qui étaient parfois écrites depuis des années et faites par des gens avant moi, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment une problématique d'activer et de renouveler une génération de politiques courageux, parce que surtout, moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas une politique courageuse. Il y a la question de parler de la Pride.
Il y a la question aujourd'hui très compliquée pour tous ceux d'entre nous qui sont sur ces sujets-là, les féministes, les gens qui travaillent pour les minorités, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi la concurrence des droits. Moi, je ne sais plus comment faire. Je suis dans un monde compliqué pour moi, parce que oui, c'était magnifique, tous ces gens sur la Pride. Mais en vrai, je veux dire, aujourd'hui, j'aurais aimé que tous ces gens qui étaient à cette Pride, dont beaucoup de copains à moi, je veux dire, évidemment, un évidemment était là, ils rappellent que ça s'inscrit dans une problématique globale d'attaque continuelle des droits fondamentaux de tous. Qui est là pour les journalistes hongrois? Qui est là pour les juges hongrois? Et ça s'accumule comme ça. Et surtout, qui est là, et là j'en ai la réponse, pour la société civile? Ceux qui nous sauvent depuis 10 ans un peu partout, à côté du travail très courageux, régulier, effectivement, on a partout je pense à cette procureure grecque qui a fait un boulot monstrueux, surtout dans des situations pas possibles, je pense effectivement à tous les juges, etc. On a des journalistes qui prennent des risques énormes. Mais on a aussi une société civile qui aujourd'hui est sous-traitante des institutions européennes et parfois du Conseil de l'Europe. Ce Conseil d'Europe agit de façon beaucoup plus professionnelle, beaucoup de ses rapports écrits par vraiment des gens et des experts qui payent. La Commission européenne, elle paye personne. La Commission européenne, elle a un petit rapport sur chaque pays, fait chaque année sur l'état de droit, qui lui est entièrement rédigé par les sociétés civiles de ces pays. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est Helsinki, c'est Amnesty International, c'est Transparency International, c'est RSF, etc. Tous ces gens-là qui prennent des risques énormes parce que le lendemain du jour où le rapport de la Commission sort, vous pouvez être soutenu à un certain nombre de ces associations qui se trouvent bizarrement avec une augmentation incroyable d'une taxe quelconque qu'on vient d'inventer, qui se retrouvent avec un local qui est visité par la police parce qu'il y avait un petit problème dans ce local. C'est réel, sans parler de ceux qui se rendent compte que depuis ce jour-là, bizarrement, il y a 3 voitures garées dans leur rue tous les jours, tous les matins. Je veux dire, quelqu'un qui travaille pour la société civile en Hongrie aujourd'hui, il ne se pose même pas la question. Il sait, les 3 voitures qu'il y a dans sa rue, ça fait 5 ans. Je veux dire, c'est ça concrètement. Et cette société civile, on l'utilise en sous-traitant constamment. Et on en protège très peu. Et on est même arrivé depuis quelques années, au contraire, ça s'est fait dans la criminalisation énorme de la société civile, avec une vraie problématique à l'origine, qui est la fameuse histoire de l'interférence étrangère. Tout d'un coup, les Européens se sont rendus compte que il y a des Russes et des Chinois qui depuis des années étaient là, un peu partout, c'est fou, et qui n'avaient effectivement pas suffisamment écouté les pays baltes, les pays d'Est qui avaient prévenu là-dessus, voilà. Mais du coup, on a un retour total de bâton, donc tout est interférence étrangère, tout est terrorisme, tout est manigancé par ailleurs, et la société civile, de manière générale, devient extrêmement criminalisée. Or, aujourd'hui, la société civile va être effectivement celle qui, sur tous ces sujets-là, va nous permettre de continuer à être alertés et à être actifs. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe un premier tour de questions de la salle. D'autres questions qui me sont venues au fur et à mesure des échanges, mais je veux bien partager avec vous le micro. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà réfléchi à des questions, ou les ont préparées. On s'est réunis un tout petit peu avant les échanges de l'après-midi pour ce faire. Je vous laisse les poser si vous voulez, et puis évidemment on peut laisser la place au reste du public également. Bonjour Charles Lennon, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis membre de 3 organisations à l'origine de cette académie. J'ai une question sur les mécanismes de conditionnalité qui sont utilisés dans les États candidats à l'accession à l'Union européenne, qui mettent en avant des progrès sur le plan technique, sur le plan normatif et de la législation, alors qu'on observe dans le même temps des graves reculs démocratiques et des violations des droits fondamentaux qui ne sont pas toujours exprimés ou condamnés, notamment à Bruxelles ou même à Strasbourg.